Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde, ou plutôt cette table rectangulaire de toute évidence, avec Victoire Populaire dans le cadre de notre Week-end Boost de printemps. Et alors depuis hier soir, vous êtes 100 personnes qui vous organisez pour préparer les prochaines échéances électorales, les élections municipales de 2026, les élections présidentielles de 2027, et évidemment on ne s'arrêtera pas là. 100 personnes qui ont choisi de passer leur week-end à se former. Et derrière eux et elles, derrière vous, des milliers de personnes au sein de Victoire Populaire et des centaines de milliers de personnes au sein de toutes les organisations de la société civile qui partagent un même objectif, transformer l'espoir en victoire. Alors un peu de contexte, les accords politiques du nouveau Front Populaire sont aujourd'hui fragiles, plus fragiles que jamais, tandis que l'extrême droite, elle, n'a jamais été aussi organisée ni aussi bien financée. Et pourtant, l'espoir suscité par le nouveau Front Populaire a démontré notre capacité collective à déjouer les pronostics électoraux jusqu'à arriver en tête des élections. Ce succès, il a reposé sur deux piliers. Une société civile mobilisée et organisée, capable de mobiliser massivement sur le terrain partout en France. C'est nous, c'est vous. Et des partis politiques prêts à coopérer pour élaborer une stratégie commune, plaçant la victoire à notre portée. Alors, quelle est ou quelles sont les stratégies gagnantes ? Je ne vais pas en parler toute seule aujourd'hui. On va en discuter avec nos invités, Sacha Arfeuil, Sarah Benani, Lucie Castet, Sarah Durieux et Florène, qu'on accueille chaleureusement. Bienvenue ! Allez-y, choisissez, peu importe, choisissez la chaise qui vous fait de l'œil. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, pour cette première partie, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir nos invités à travers leur récit de l'expérience de l'été dernier, plus particulièrement de juin et juillet. J'adorerais entendre parler de vos vacances d'août également, mais bon voilà, pour les élections législatives et les enseignements aussi à en tirer. Alors, on commence avec vous, Sacha Arfeuil. Vous êtes spécialiste des campagnes et du community organizing et un militant aux multiples casquettes. Engagé au sein du mouvement Action Justice Climat, du collectif Planète Boum Boum, vous travaillez pour la plateforme d'interpellation citoyenne Mon Mouvement, donc on l'a dit vraiment multicasquette. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la mobilisation de juin-juillet 2024 et est-ce qu'il y a un moment clé qui vous a donné espoir ou qui a changé la donne ? Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci pour l'accueil, je ne m'attendais pas autant. Et je crois que c'est la première fois qu'on me qualifie d'expert. J'en parlerai à ma maman ce soir. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que la première chose, c'est l'effervescence. Le timing était très serré. Et je pense que notre force, à nous toutes ici, c'est de savoir se coordonner assez rapidement quand on est vraiment face au mur. Dans le reste du temps, des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des opinions différentes, etc. Mais quand on est face au mur, on arrive quand même à mettre tout ça de côté et à vraiment faire face et à faire groupe et à faire corps. Et là, en quelques jours, quelques semaines, on l'a vu, on a vraiment réussi à se motiver, à se mobiliser. Et donc, je pense que ça m'a donné beaucoup d'espoir. Mais bon, après, il y a d'autres choses, on en parlera par la suite. Il y avait du coup des enjeux d'organisation qui sont très vite arrivés. Mais bon, on en parlera par la suite. Absolument, merci beaucoup. Sarah Benani, il y a deux Sarah avec nous ce soir. Ce soir, il est déjà tard actuellement. Vous êtes la présidente de Jeunesse Populaire, une association créée justement pendant les élections législatives de 2024 et qui a motivé des milliers de jeunes à passer à l'action pendant la campagne. Et vous vous engagez pour un meilleur accès des jeunes en politique et une démocratisation de la prise de parole. Alors racontez-nous, où est-ce que vous étiez en juin 2024 quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution et qu'est-ce qui vous a poussé à passer à l'action ? Bonjour déjà à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis mis à côté de Sarah. Donc du coup, ça fait Sarah au carré. On l'a pas préparé. J'ai répété la blague 4 fois. Merci en effet pour l'accueil. C'est vrai que c'est très chaleureux dans ce si beau château. Alors, où est-ce que j'étais quand j'ai appris l'annonce de monsieur Emmanuel Macron ? J'étais dans mon salon, j'étais en train d'organiser une réunion en visio pour une asso dans ma ville que j'étais en train
de fonder, en tout cas de réflexionner autour de cela. Et j'ai ouvert mon ordinateur en laissant la télé dans le salon allumée, sans penser qu'il allait se passer une dinguerie. Et finalement, 10 minutes plus tard, c'était le début des 3 semaines les plus longues de ma vie. Donc, j'ai répondu à l'appel de mon amie Rania Daki, qui est une des cofondatrices de la Jeunesse Populaire. Elle a posté une story, elle a dit « Ok, qui veut faire quelque chose ?» J'ai dit « Bah, on y va ». Et donc, on a fait un groupe WhatsApp. Et au bout de 24 heures, il y avait 100 personnes dessus. L'idée, à l'origine, c'était vraiment d'aller faire du porte-à-porte. On voulait faire du porte-à-porte au niveau de jeunes de quartiers populaires. Et c'était notre première ambition. À la suite de ça, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on ait des lignes directrices, un manifeste, quelque chose comme ça. On a décidé du coup d'écrire une tribune qui a été publiée dans Libération, qui a été signée par plus de 8000 jeunes en moins de 24 heures. Je crois que c'était 16 heures, si je me rappelle bien. Plus beaucoup de personnalités publiques, etc. Ensuite, on a fait appel aux personnes qui voulaient bien nous rejoindre. On a organisé aussi bien de la mobilisation de terrain, donc du porte-à-porte, que des événements en physique, en public pour les primo-votants, parce qu'il y avait plein d'enjeux. Je pense qu'on en reparlera après, mais en tout cas, chez la jeunesse des quartiers populaires, il y avait de multiples enjeux lors de ces élections-là. Et on a fini ces 3 semaines de mobilisation intensive en déroulant une banderole sur la Cité des 4000 à la Courneuve, grâce à l'aide d'Action Justice Climat, qui nous a fourni le tissu, la peinture, le temps, les locaux, la fatigue, et où on a mis une phrase d'Aimé Césaire. L'heure de nous-mêmes a sonné, demain on vote. Et c'est comme ça que s'est achevé nos 3 semaines. Voilà. Merci. C'est ça, c'est Victoire Populaire. On est chaleureux, on est sympa. Alors, je me tourne de l'autre côté cette fois-ci. Bonjour Lucie. Alors, je vous représente quand même. Peut-être que certaines n'ont pas suivi ces 6 derniers mois. Vous êtes une haute fonctionnaire française et militante associative qui s'est particulièrement impliquée au sein du collectif Nos Services Publics. Et vous avez été propulsée dans l'espace médiatique et politique à la suite de ces élections, justement. Donc, vous, c'était pas tant pendant les élections, mais plutôt après. Vous, pour le coup, le mois d'août était un peu moins reposant, puisque vous avez été désignée par les partis du Nouveau Front Populaire comme candidate à Matignon. Alors, justement, sur ce lien entre les partis politiques et la société civile, comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous avez perçu cette collaboration et quels en étaient les atouts et les limites? Bonjour à tous et à toutes déjà. Je suis très contente d'être là et bravo pour l'ambiance. C'est vraiment très agréable. Et bravo pour l'organisation, parce que puis d'avoir rassemblé cette brochette de gens très, très différents, mais qui ont passé déjà 2 heures dans la voiture à faire la blague sur Sarah au carré. Alors moi j'en ai une autre, c'est que tous les noms de famille de nos invités, à part Florène, excuse-moi, mais ça fait ABCD. Voilà. Ah. Okay. C'est l'ABCD de comment gagner aujourd'hui. Et donc, pardon. Ta question. Donc, non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai passé toutes les élections législatives, toute la campagne législative en étant très impliquée, mais donc, comme tu l'as dit, pour le collectif Nos Services Publics. Donc, j'ai passé, je travaillais la journée, et puis le midi et le soir, je faisais surtout des décryptages du programme économique du Rassemblement National pour dire ce que ça ferait le Rassemblement National au pouvoir. Sympa. Voilà, très sympa. Notamment sur la question des services publics, pour décrypter le fait qu'en réalité, ils ont un programme très mensonger sur les questions de politique économique et sur les effets que ça aurait sur les services publics. Et puis ensuite, je suis passée de l'autre côté du miroir très rapidement, et donc ça m'a donné aussi une vision avant-après, ou tu vois, derrière-devant, en fonction du moment qu'on considère. Donc pour les élections législatives, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que la société civile, effectivement, comme tu l'as très bien décrit, comme vous l'avez très bien décrit, s'est mobilisée massivement. Et c'est un peu coordonné d'une façon... chacun faisait ce qu'il savait faire, et ça, c'était chouette. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une coordination particulière avec les partis, et je l'ai pas constaté ni d'un côté du miroir, ni de l'autre. C'est-à-dire que nous, quand on a travaillé sur les impacts du programme RN sur les services publics, on mettait notre travail à disposition des partis, mais on le mettait à disposition des partis comme des citoyennes et des citoyens. Notre idée, c'était de verser au débat des éléments sur le programme économique du RN, et qu'on espérait que les partis allaient s'en emparer, mais on n'avait de toute façon pas le temps, on était dans l'urgence, donc on faisait pas du lobbying auprès des partis. On a aussi ensuite mis en place un comparateur de programmes
pour évaluer les effets des différents programmes sur les services publics. Mais on n'avait pas une collaboration très forte avec les partis. Ensuite, quand je suis passée de l'autre côté du miroir et que là, j'ai commencé, moi, à être une interlocutrice privilégiée des partis, mais tout en restant avec ma casquette société civile, d'une certaine manière, ça m'a un peu... J'ai trouvé que c'était dommage que les partis s'appuient pas davantage sur la société civile, et que j'ai trouvé que c'était extrêmement ponctuel et extrêmement discontinu, et qu'il y avait un rapport un peu opportuniste au rapport avec la société civile, à la fois sur le fond, c'est-à-dire aller chercher des idées. Alors il y a des partis qui le font mieux que d'autres, d'aller chercher des idées de fond en coopération avec la société civile. Mais sur le fond, c'est quand même pas toujours le cas qu'on va chercher la matière première, la matière intellectuelle qui est produite par la société civile. Et puis sur la mobilisation, parfois, c'est là où peut-être que l'idée d'approche opportuniste peut être la plus présente, parce qu'on a besoin de la société civile pour mobiliser les électeurs. Vous l'avez très bien expliqué, à quel point vous avez bougé tout le monde à ce moment-là, et vous avez notamment lutté contre l'abstention. Ça, les partis en bénéficient directement. Mais peut-être n'ont pas le réflexe de se tourner vers la société civile hors période électorale. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté, et ce que je déplore, et ce que j'essaie de changer aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment important. Et surtout, je pense que quand on est de gauche, on doit considérer que la société civile organisée en France est un atout pour nous, parce qu'elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus forte, beaucoup plus organisée qu'à droite et qu'à l'extrême droite. Même si ça tend à changer, je pense qu'il faut vraiment, nous aussi, faire une force de cette société civile très vivante, et puis qui se renouvelle sans arrêt. Enfin, tu disais que vous créez des associations, il y en a plein qui se créent tout le temps, et il faut qu'on s'appuie davantage dessus, que le monde politique s'appuie davantage dessus. Merci beaucoup. Lorraine, justement, vous représentez, tu représentes, allez, parce qu'on se connaît très bien, Victoire Populaire autour de cette table rectangulaire. Justement, sur ce lien avec les partis et sur, en fait, tout ce qui vient d'être évoqué par Lucie sur le rôle de la société civile qui va appeler à voter au final pour des partis. Comment est-ce que Victoire Populaire s'est inscrit ou s'inscrit maintenant, ou choisit de s'inscrire dans cette dynamique? Ça aurait été bizarre que tu me vois quand même, parce qu'on se parle vraiment tous les jours. Eh bien, moi, je suis vraiment ravie de vous voir toutes et tous ici, ravie aussi que toutes les personnes qui sont présentes autour de cette table rectangulaire aient répondu à l'appel. Victoire Populaire, on a quand même une histoire assez rigolote avec les partis, puisque notre héritage, c'est la primaire populaire, où on a essayé... J'ai entendu dans la salle... Oui, c'est un héritage que l'on porte collectivement. Et avec la primaire populaire, on a vraiment essayé de rentrer dans le calendrier électoral en se disant nous aussi, citoyennes et citoyens, on a des choses à dire. On pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la victoire de la gauche ne nous semble pas possible. On a envie de faire en sorte que la victoire de la gauche soit atteignable à une élection qui a une importance capitale pour nos vies. Et donc c'est comme ça que s'est créée la primaire populaire. Après, on a réalisé qu'on avait fait des choses super et des choses moins bien. On a donc écrit un livre pour essayer de comprendre ce qu'on avait fait de bien et de moins bien. Et on est allé voir les partis politiques au moment où on a écrit ce livre en leur disant en fait, on a eu quand même la chance unique de rassembler 500 000 personnes autour de notre projet. Ces 500 000 personnes, elles ont de toute évidence envie de continuer à se mobiliser. On est une pièce du puzzle, vous êtes une autre pièce du puzzle, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc c'est en partant de là qu'on a eu énormément d'échanges avec des acteurs politiques pendant les 6 mois qui ont précédé la dissolution. Et on commençait à redevenir copains-copains avec plein de monde, donc c'était assez chouette. Et puis là, d'un coup, patatras, dissolution, on se réunit très très vite et ça a été vraiment incroyable. Je revois notamment Sarah Durieux qui a participé à créer une boucle où il y a 50 personnes qui se sont retrouvées en disant qui fait quoi, moi je vais là, toi tu vas là, moi je vais là, toi tu vas là. Et la première chose qu'on a faite, nous, c'est appeler les partis politiques en leur disant en fait, nous, on va pas attendre, on va commencer à se mobiliser dès maintenant, parce qu'on reçoit des dizaines, voire des milliers de mails de personnes qui nous disent moi je suis dispo demain, j'ai posé 3 semaines de congé, on fait quoi? Donc en fait, on n'avait pas vraiment le choix. Donc on leur a dit on va créer une plateforme de procuration parce que les gens sont en vacances et il faut qu'ils puissent voter. On va faire du porte-à-porte, on va réactiver des groupes locaux. Il y a des personnes qui avaient créé un groupe
locaux en 2021 au moment de la primaire populaire qui nous ont envoyé un mail, qui nous ont dit bon, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai encore des flyers chez moi, je peux les réutiliser, puis je vais recréer un groupe local à tel endroit. Il y a tous les anciens qui sont revenus en disant bon, allez, on y va, on a 3 semaines, on fonce. Donc à ce moment-là, on a prévenu les partis politiques en leur disant nous, on y va, vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens devant votre fenêtre en train de dire unissez-vous. Nous, on a déjà commencé à structurer énormément de personnes qui ont envie de passer à l'action. Et ce qu'ils nous ont répondu, c'est est-ce que vous avez besoin de locaux ? Donc on a bien noté que le rapport avec les partis avait considérablement évolué. Et donc on s'est retrouvés hébergés par les partis politiques pendant la période des législatives. Donc on a fait le tour de tous les partis politiques, presque du NFP. Il nous manque les communistes. On n'est pas encore allé dans leurs locaux, mais ça ne serait tardé, je pense. Et donc moi, ce que je note, c'est quand même on a réussi à reconstruire une relation avec les partis. Et c'est ce qu'on essaye de continuer à faire aujourd'hui, avec une approche qui est certainement différente de celle qu'on avait en 2021, qui est de dire on pense qu'on est une partie de la solution. Elle est petite, mais en tout cas, on essaie de la structurer du mieux possible. On pense que vous êtes aussi une partie de la solution. Comment est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble et être les plus efficaces possibles ? Merci beaucoup. Bon, alors, sans surprise, il n'y a plus qu'une personne pour le moment qui n'a pas pris la parole. C'est encore une experte. On n'a que des experts et des expertes autour de cette table aujourd'hui, c'est sûr. Donc, en tant qu'experte de mobilisation citoyenne, Sarah Durieux, donc l'autre Sarah du Carré. La grande Sarah, c'est elle, la grande Sarah. Mais en taille, évidemment. Vous avez dirigé Change.org France et accompagné aujourd'hui des mouvements et organisations dans le développement en stratégie d'engagement. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres, dont récemment Militer à tout prix, qui est disponible en librairie. Librairie indépendante. Voilà, les librairies indépendantes, à côté du livre de la primaire populaire également. Vous avez notamment participé, Florène nous a fait un petit teaser, à coordonner cet espace de mobilisation inter-organisation lors des législatives dernières. Alors justement, racontez-nous un peu les coulisses, comment s'est passée cette inter-organisation, et puis après, comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que ça s'inscrit dans la durée et on réussit à faire perdurer ces espaces de collaboration. Bonjour tout le monde. En effet, c'est une ambiance assez cool ici, je dois reconnaître. J'étais un petit peu impressionnée au départ. Merci pour votre accueil et bravo. Avant de répondre à ta question, si tu me permets, avec d'autres qui sont dans la salle, on a créé un truc il y a maintenant 5 ans qui s'appelait la rencontre de la justice, enfin la rencontre des justices, j'ai déjà oublié le nom. Et en fait, ce truc a disparu et quelque chose d'autre est arrivé. C'était la primaire et maintenant il y a Victoire populaire et je ne connais, je crois, personne d'entre vous et je trouve ça génial ici, mais ça va être aussi un peu le sens de ma réponse, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est les gens. En fait, les noms de nos orgas, tout ça, c'est annexe, c'est accessoire. En fait, ce qui compte, c'est qu'en fait, on renouvelle sans arrêt des engagements, des connexions, des solidarités. Et donc, c'est aussi, je pense, qui a marché sur ce qui s'est passé aux législatives. Donc, j'étais un peu dans la même situation que Sarah. Et en fait, il se trouve que je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est vraiment la continuité de ce qui s'est passé depuis un peu plus de 5 ans, où dans le mouvement social, on a compris qu'on avait besoin les uns des autres aussi. Alors bien sûr, il y a eu tout le travail auprès des partis, mais je ne vais pas répéter ce que tu as dit, Florène, mais je pense qu'il y a vraiment une compréhension de la complémentarité de nos luttes, de nos engagements entre le mouvement féministe, le mouvement climat, le mouvement antiraciste, les mouvements sur les questions de démocratie. On a compris, et il y a eu plusieurs moments où on a compris qu'on avait besoin les uns des autres. Donc je n'ai pas envie de dire que tout s'est passé le soir du 9 juin. Je pense que le 9 juin, ça a été l'étincelle qui a mis en action ce qu'on avait construit de lien de solidarité depuis des années. Mais en l'occurrence, moi aussi, j'étais chez moi et j'étais quand même un peu le résultat des européennes. C'était quand même un peu dur à avaler, je dois reconnaître. Mais par contre, le deuxième effet qui se coule, j'étais un peu comme tout le monde. Et en fait, il se trouve qu'on avait déjà créé un petit groupe de gens qui faisaient des campagnes sur les européennes, pardon. Et donc, avec ces quelques personnes avec qui on avait ce groupe WhatsApp, on s'est dit, faut faire quelque chose. Et donc, on s'est dit, appelle qui tu connais. Chacun a appelé quelqu'un. Et en effet, on s'est retrouvés dans ce fameux Zoom call. On fait un peu trop de publicité, cette vidéoconférence où on était une 50aine de personnes et des personnes vraiment qui travaillaient sur les questions de mobilisation, à la fois dans des collectifs très locaux tels que celui que tu as monté, Sarah, ou aussi des gens qui sont juste salariés de grosses ONG et qui étaient en mode il faut faire quelque chose. Et donc ça a donné, je pense, une coordination hyper intéressante de gens qui sont venus avant tout parce qu'ils sont venus aussi à titre personnel. Je pense que c'est important de le dire, quoi. C'était pas juste une grosse discussion entre têtes d'organisation, c'était vraiment en fait
fait, on a envie de faire des choses, on a envie d'être ensemble. Et peu importe, en fait, notre posture, qu'on soit des salariés ou qu'on soit des bénévoles sur le terrain, sur des petites assos, on a le même objectif. Et donc, dans cette vidéoconférence, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on avait 2 objectifs. L'union de la gauche, qui avait déjà été bien entamée par la primaire populaire et VP, et puis la deuxième étape qui était vraiment de faire voter les gens massivement. Et donc en fait, on n'avait pas besoin de discuter pendant des jours, des semaines, des mois sur quoi on était d'accord, sur quoi on n'était pas d'accord. En fait, on a accepté la diversité de nos positions, la diversité aussi parfois de nos opinions sur certains sujets, mais le partage de valeurs et le partage de cette urgence qu'on avait besoin d'activer. Et donc voilà, de ces 50 personnes qui ont fait cette visioconférence, on a structuré aussi un groupe WhatsApp. Alors, on va se poser peut-être des questions un jour sur quel outil numérique on utilise pour s'organiser. Un groupe de discussion qui appartient à Mark Zuckerberg. Et il se trouve que dans cette structuration, ce qui était hyper intéressant, et je ne vais pas raconter en détail, mais je pense que le point marquant, c'était vraiment la mutualisation de nos ressources, qu'elles soient en savoir, donc partage d'informations sur les circonscriptions clés, en savoir-faire, moi je ne sais pas faire du porte-à-porte, moi je sais en faire, je vais former des gens, je ne sais pas écrire des messages de campagne, je ne sais pas utiliser TikTok, etc. Donc tout le monde a mis au profit de l'ensemble de ces campaigners toutes ces ressources-là. Et puis la deuxième chose, c'était, comme tu l'as dit aussi, chacun savait où il pouvait aller. Et je pense que c'est important de se dire qu'on a tous accès à certaines personnes. Que ce soit à titre individuel ou en tant qu'organisation, il y a des gens à qui on arrive bien à parler, à qui on arrive mieux à parler. Par exemple, moi, peut-être que je parlais pas très bien aux personnes que tu as organisées, Sarah, parce que c'est pas des gens que je connais, c'est pas des gens qui sont proches de moi. Et donc, reconnaître qu'en tant qu'organisation, on a la possibilité de parler à des gens qui vont nous faire confiance parce qu'on a des expériences partagées, et ben ça, c'est le cœur de tout ce qu'on fait. C'est aussi le cœur de ce qui se passe à VP. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence, cette autonomie et cette coordination et cette mutualisation. Merci beaucoup. Je laisse à chaque fois le temps des applaudissements. C'est notre petit rituel apparemment maintenant. Du coup, je me tourne vers l'autre Sarah aussi sur cette question de la suite, de faire perdurer un feu qui a pris avec l'étincelle de la dissolution. Mais c'est le cas de Jeunesse Populaire, vous venez de le raconter. Une story sur Snapchat, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et puis après un énorme mouvement. Quels sont les défis et comment s'inscrire dans la durée? C'est une excellente question, vraiment. Déjà, le premier défi, c'est apprendre. Parce que quand on n'est pas issu de ce milieu, parce que pour vous et pour vous et pour vous, ça semble très évident, les questions d'organisation, les questions d'association, les questions de statut, les questions de discussion avec des partis politiques. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte qu'il y a 6 mois, nous, on ne savait même pas qu'on avait le droit d'être invité par un député à l'Assemblée nationale pour y aller. C'est pour vous dire le niveau de connaissance de ce milieu. On ne savait pas non plus que déjà qu'on pouvait aller à l'Assemblée nationale hors journée du patrimoine, voilà. On ne savait pas non plus qu'on pouvait discuter avec des partis politiques. On ne savait pas que nos revendications pouvaient être entendues. En fait, c'est d'abord cette partie-là qu'il faut comprendre et se dire que nous, les personnes qu'on a mobilisées, entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce terme parce que je pense qu'ils se sont mobilisés eux-mêmes, mais nous, on a juste donné peut-être une petite structure. C'était des personnes qui en avaient rien à faire de la politique. À juste titre, c'est un argument qui est hyper entendable. Donc déjà, il fallait nous en tant que cofondatrices, les personnes proches de notre noyau, qu'on apprenne à faire ça. Donc on a été se former d'une certaine manière. On a beaucoup écouté les conseils des plus âgés, de ceux qui avaient fait ça depuis des décennies, etc. Donc la première étape, ça a d'abord été de se structurer. Une fois qu'on s'est structuré, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait une énorme réunion, on a créé un comité stratégique avec des acteurs associatifs qu'on connaissait pas, issus de... enfin, qu'on connaissait un minimum quand même, on n'est pas fous. Mais issus de différents milieux, de différents âges, qui avaient plus ou moins d'expérience. Et on leur a dit, bon, maintenant, c'est quoi la vision? Parce qu'en fait, nous, très honnêtement, la Jeunesse Populaire, ça a été créé pour 3 semaines à la base. Ensuite, les gens nous ont dit non, mais ça serait bien que vous structuriez en association, etc. Donc déjà, on a dû apprendre à poser des statuts, écrire des statuts, déposer une association. On a appris qu'on pouvait être salarié d'une asso. Enfin, vraiment, vous vous rendez compte, c'est le B.A.B.A. des choses, vraiment.
Donc on s'est entouré de personnes qui étaient plus ou moins expérimentées. On leur a dit voilà, quelle est votre vision, etc. Donc on a défini des grands axes, des grands objectifs qu'on développera dans les années qui arrivent, je l'espère. Et on s'est dit, bon, bah voilà, nous, notre force, c'est que on sait de quoi on parle. On connaît nos sujets. Comme l'a dit Sarah, je trouve que c'est super humble de dire ça, de dire qu'il y a des personnes à qui on ne peut pas parler, on ne sait pas parler. Par exemple, moi, j'aurais peut-être plus de mal à aller voir des personnes qui habitent en territoire rural et de leur dire, bon, bah, je comprends votre réalité parce que bah, j'ai peut-être plus de mal à la comprendre. Mais c'est aussi ça l'enjeu de la jeunesse populaire, parce que c'est pas que des jeunes de quartiers populaires d'Île-de-France qu'on peut entendre à première écoute, ou de Marseille ou de grandes métropoles. On essaie aussi d'aller chercher des jeunes de territoires ruraux, etc. C'est compliqué, déjà pour une raison très simple, c'est l'accès territorial. Nous, on n'a pas de budget. Pour vous dire, on n'a même pas de compte en banque. Voilà. Bon, ça ne saurait tarder, mais on n'a vraiment pas ces choses-là. Donc, ne serait-ce que de prendre le train, s'organiser, c'est un budget. Les personnes au sein de la jeunesse populaire, elles ont toutes une vie à l'extérieur de leur engagement. C'est pas comme ici, par exemple, vous êtes salarié de vos structures, etc. Ça, c'est un privilège de ouf, parce que vous pouvez certains sont salariés de leur structure. Je ne parlais pas de vous, je vais parler plutôt des intervenants autour de la table. Ça, c'est un privilège parce que du coup, on peut se consacrer d'une certaine manière un peu plus longtemps à la lutte. Et nous, on peut pas. On a les études, on a nos vies, on a la précarité aussi, qui est un sujet qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a toutes ces questions-là, d'organisation, etc. Ensuite, on a fixé nos objectifs et ensuite, on a consulté les gens qui suivaient notre page Instagram, les gens qui avaient signé la pétition, on leur a dit « Ok, qu'est-ce que vous voulez ?» Et là, on est dans un processus, donc voilà, s'il y en a certains qui attendent une réponse par mail, je ne sais pas, peut-être, de faire passer des entretiens, mais c'est plutôt des entrevues pour parler aux gens, savoir qui ils sont, parce qu'on ne voulait pas faire un mouvement sans connaître les gens. On s'est dit, vous par exemple, vous avez la possibilité de vous connaître sur des bootcamps, etc. Nous, on s'est dit, bon, on n'a pas ce niveau de moyens encore, donc il faut qu'on parle au moins aux gens en visio. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a eu des centaines de candidatures, donc ça prend énormément de temps vu qu'on est 5. Et il faut parler à tout le monde. Et donc c'était ça les enjeux. Et là, on a décidé de se concentrer sur les municipales. Je sais qu'ici, on va parler beaucoup de présidentielles, etc. Mais nous, on s'est dit qu'on se concentrait sur les municipales parce que déjà, c'était un échéancier qui était un petit peu plus proche. Et puis surtout, faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes chez nous qui ont été complètement dégoûtées de la politique. Mais vraiment dégoûtées. Donc, on s'est dit que le niveau local, leur dire, c'est des trucs basiques sur votre ville, genre en mode, t'as pas de city, ça fait 6 mois qu'il est cassé, peut-être que ça, c'est une de tes problématiques. Il y a des problèmes d'accès à l'emploi dans ta ville, la police, elle est un peu trop répressive, faudra en parler. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui sont à l'échelle de la ville, à l'échelle locale, on s'est dit que ça pourrait potentiellement plus intéresser les jeunes de quartier populaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer sur les municipales. Voilà. Merci beaucoup. Alors, certes, on va et on a parlé des présidentielles, mais on a parlé aussi des municipales depuis hier soir, ici, dans cette salle avec Victoire Populaire. Justement, comment est-ce que Victoire Populaire, donc il y a eu la primaire populaire, il y a eu cet élan de juin, et là, depuis l'automne, en fait, le mouvement n'est pas aussi... l'intensité est peut-être tombée, mais le mouvement est vivant, le mouvement est plein d'ambitions et d'objectifs. Justement, tu nous racontes un peu. Raconte-nous, Florène. Victoire populaire pour les nuls, c'est ça. Eh bien, ce qu'on a décidé après l'élan un peu fou de juin-juillet, c'est de se reposer déjà, parce qu'on a besoin de se reposer quand on milite, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un marathon. Et ça a l'air de plein de sprints comme ça, mais en vrai, c'est quand même un marathon. Donc, on a pris du repos de manière tournante pour que chacun puisse quand même se reposer tout en maintenant l'activité de la structure. Et surtout, on s'est dit, OK, on a besoin de se poser et on a besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour structurer un mouvement sur le long terme. Parce qu'on a la chance d'être soutenu par énormément de monde, on a de la chance d'être financé aussi par énormément de monde via des dons individuels, notamment pendant les échéances électorales. Sauf que si on veut gagner les prochaines échéances, que ce soit les municipales, la présidentielle, les prochaines législatives, qu'elles soient dans 3 mois ou dans 2 ans, voire même une présidentielle anticipée, on a besoin de se structurer sur le long terme. Et je pense que quelque chose qui est clé, c'est de se dire qu'une personne qui se mobilise à un instant T parce qu'elle croit en une victoire, juste après, ne pas lui donner de signe de vie, ne pas lui donner de nouvelles et qu'elle retourne à sa vie sans rien, en fait, ça doit être... en tout cas, moi, c'est hyper décevant pour moi. J'ai pas envie de me mobiliser quelque part et après de plus qu'on me donne plus l'heure et que je sache pas ce qu'il en est. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour structurer un mouvement de mobilisation dans la durée
sur les territoires, qui soient présents à la fois en ligne et à la fois sur le terrain, qui répondent aussi à l'aspiration des personnes qui nous rejoignent, qui sont des personnes qui, en grande partie, ne sont pas forcément engagées dans des partis politiques classiques parce qu'ils aiment bien un peu la gauche dans son ensemble, donc ils se retrouvent un peu dans tous les partis de la gauche et pour autant, ils n'ont pas une préférence et ce qu'ils veulent, c'est surtout gagner. Donc ils sont là parce qu'ils pensent que c'est un espace où on peut se mettre en mouvement pour faciliter les victoires de la gauche au sens large. Donc on s'est posé pendant 5 mois. On a aussi pris la grande décision de salarier des gens, parce qu'avant ça, on n'avait pas de salariés et tout reposait sur le bénévolat. Et franchement, le bénévolat, ça épuise et c'est normal d'être payé quand on travaille. C'est normal d'être payé quand on travaille. Je le redis 2 fois parce que c'est bien quand même qu'on se le redise. Et donc on a passé 5 mois à structurer le mouvement avec une équipe incroyable dont Éline fait partie. Et aussi avec vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui, vous avez décidé de prendre part à cette structuration. Donc il y avait une centaine de groupes locaux qui s'étaient réactivés en juillet dernier. On a repris contact progressivement avec ces groupes pour dire est-ce que ça vous dirait qu'on se mette au travail pour penser une stratégie commune pour les municipales, pour la prochaine présidentielle, et surtout qu'on soit en capacité de réagir s'il y a une nouvelle dissolution. Donc il y a une feuille stratégique qui a été adoptée très récemment sur les municipales, qui a pour objectif de faire en sorte qu'un maximum de communes soient remportées par la gauche. Et donc pour ça, l'idée c'est d'abord d'élargir le socle électoral, parce qu'on l'a bien vu en juillet dernier, on est arrivé en tête, mais c'était pas assez. Et donc il y a tout un tas de personnes qui ne le savent pas encore, mais qui vont voter à gauche aux prochaines élections parce qu'elles seront bien inscrites sur les listes électorales, parce qu'elles auront été convaincues par un programme ambitieux et parce qu'elles auront trouvé des modalités d'action qu'on aura pensées collectivement autour de cette grande table. Donc élargir le socle électoral, c'est clé, et c'est ce qu'on va faire pour les prochaines municipales. Créer des groupes locaux là où on pense que la victoire peut se jouer à peu et où on a un enjeu à être présent sur le terrain, et c'est pour cette raison notamment que beaucoup d'entre vous sont là ce week-end. Et en parallèle de tout ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait que les municipales, ce qui aurait pu être une possibilité, ou est-ce qu'il faut aussi penser la présidentielle? Et en réalité, on a quand même un certain intérêt pour la présidentielle, et se mobiliser pour les municipales sans savoir ce qui se passe derrière, c'est comme être au bord d'un ravin, on monte, mais il y a quand même un précipice derrière, donc on a envie de savoir ce qui se passe après. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit, on a un rôle à jouer pour la prochaine présidentielle. On est un peu le porte-voix d'une communauté qui a envie de voir une stratégie pensée à gauche qui nous donne envie de nous engager, où on se dit « Ah, c'est comme ça qu'on va gagner. Ok, l'espoir de victoire, il est là. » Donc on s'est dit qu'on avait envie de participer à définir cette stratégie avec tous les acteurs que sont les acteurs partis politiques, que sont les acteurs un peu entre les deux comme Lucie, que sont les acteurs et actrices qui ont beaucoup participé à se mobiliser en juillet dernier, les mouvements syndicaux, enfin vraiment je les cite pas, mais je pense que vous voyez un peu à qui on fait référence. Donc l'idée c'est d'être autour de la table pour porter la voix de toutes les personnes qui sont au sein de Victoire Populaire, de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pense une stratégie pour avoir une candidature qui rassemble suffisamment, qui gagne pour être au second tour et qui gagne le second tour. Sur quel programme on se base, parce que le programme du Nouveau Front Populaire a fait plutôt consensus en juillet dernier, mais il s'agirait peut-être aussi de le remettre à jour. Et surtout, quelle stratégie de mobilisation on a pour élargir le socle électoral. Donc c'est un beau programme qui demande aussi des financements, et c'est pour ça qu'on va lancer une grande campagne de financement pour être financé en dehors des périodes électorales. Merci pour ce petit résumé. À bon entendeur. Alors, si on prend un peu de recul, il y a déjà plein de choses qui ont été dites, mais justement sur ce rôle de la société civile, ce terme un peu barbare, mais dont on parle depuis le début. Lucie, vous êtes donc devenue l'une des porte-paroles de la société civile, et vous l'avez dit à plusieurs fois, c'est pour vous et pour nous, autour de cette table, un acteur majeur des victoires. Pourquoi, d'après vous, et quel est son rôle, et de quoi a besoin la société civile pour gagner? Vaste question. Ouais, merci pour la question. Déjà, je ne sais pas si je me considère comme porte-parole de la société civile parce que je n'ai pas été désignée comme telle. J'ai été, moi, désignée par les partis provenant de la société civile. Donc, ce que j'essaye de faire, Florence le disait, c'est de faire un peu un pont, un trait d'union entre la société civile et les partis. Mais j'ai pas de mandat de porte-parole de la société civile. Ce qui est sûr, c'est que je reconnais énormément de vertus à la société civile et de choses à apporter par la société civile dans le débat politique. Qu'est-ce que la société civile peut apporter à la vie politique et à la société dans son ensemble? Déjà, une connaissance du terrain. Enfin, quand on vous entend les uns et les autres
parler des combats que vous menez, des luttes que vous mettez en place, on le sent, et puis avec aussi beaucoup d'humilité. Je trouve que c'est parfois ce qui peut manquer aussi au parti, c'est que c'est beaucoup plus éthéré, c'est beaucoup plus parfois un peu hors sol. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup à la politique, et c'est pour ça que les gens se tournent vers le milieu associatif, vers les collectifs, vers la société civile organisée en général. C'est une connaissance du terrain et un apport, je dirais, plus sectoriel dans les luttes. On le disait tout à l'heure aussi avec Sarah, il y a les luttes féministes, il y a les luttes écologiques, il y a les luttes antiracistes, il y a toutes sortes de luttes. Les partis essayent d'avoir vocation à embrasser toutes ces luttes en même temps, mais c'est vrai que quand on est spécialisé dans un domaine de la lutte, alors on le connaît mieux, et puis on connaît mieux ses acteurs, et on connaît mieux aussi ce que vivent les gens au jour le jour. Ça, je pense que c'est beaucoup ce qu'apporte la société civile. Et puis ce qu'apporte la société civile par rapport aux partis, et c'est un énorme problème, je pense, pour les partis, et certains plus que d'autres, en raison de la sociologie de l'organisation, c'est la représentation, la représentativité. Je pense que dans le monde politique, il y a beaucoup de gens, et en particulier à gauche, qui ont vraiment à cœur de représenter les gens qui vont voter pour eux, mais qui en fait ne les représentent pas eux-mêmes parce qu'ils viennent par exemple d'une catégorie sociale extrêmement favorisée, avec par exemple un grand capital culturel ou un grand capital économique, ou les deux, et ils peuvent avoir toutes les bonnes intentions du monde. Au fond, c'est pas pareil de faire de la politique quand on vient soi-même, par exemple, d'une catégorie populaire. On fait pas de la politique pareil. Et ça concerne aussi, par exemple, les enjeux générationnels. Quand on regarde des études, les jeunes, ils n'ont pas tendance à porter les mêmes mesures, les mêmes politiques publiques que les générations plus anciennes. Et donc, c'est très bien de mixer tout ça pour avoir une forme de représentation de toute la société. Alors, on sait, par exemple, qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais alors le Sénat, j'en parle même pas, il y a une proportion de jeunes qui est considérablement moindre que le nombre de jeunes qu'on a dans la société française. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Les femmes également, les minorités de genre, les minorités ethniques, etc. Évidemment, il n'y a pas de représentativité. Ça, la société civile, je pense, peut l'apporter. Ce que moi, je trouve super, c'est pour répondre à la partie de quoi la société civile a besoin, elle a besoin de croire en elle-même, et je trouve que ça change énormément là, ces dernières années. Je trouve que l'existence même de cette discussion le montre. On s'est senti légitime au moment des élections. Je pense que c'est lié aussi au poids relatif que les partis politiques jouent dans la vie politique. Je pense qu'ils jouent ils ont un poids de moins en moins important, et qu'ils auront aussi une conscience croissante de la réduction de leur poids. C'est très... la phrase est compliquée. Je pense que les partis politiques ont de plus en plus conscience qu'ils sont moins forts, notamment qu'ils ont moins de gens qui sont adhérents, parce que c'est ce qu'on observe, et donc qu'ils doivent compter avec et sur la société civile pour gagner, tout simplement. Enfin, ça, je pense qu'ils en ont pris conscience. Je pense que la société civile a besoin d'être, pour pouvoir jouer son rôle, elle a besoin d'être reconnue et entendue. Elle a besoin qu'on se tourne vers elle de manière plus continue, plus respectueuse, je trouve, avec sincérité et crédibilité. Je pense que c'est aussi ça qui se joue. Enfin, tu disais, il y a plein de jeunes qui sont dégoûtés de la politique. Il y a aussi plein d'associations qui sont dégoûtées de la politique. Il y en a plein qui considèrent s'être brûlés les ailes en disant ok, je veux bien inviter tel ou tel député ou tel parti, par exemple, à l'inauguration de mon local ou à une conférence, etc. Et qu'ils ont l'impression ensuite d'être utilisés et qu'on les oublie pendant 6 ans ou 2 ans après un événement. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu très fort, c'est l'enjeu de la confiance entre les organisations de la société civile et les partis. Il y a un besoin mutuel, et je pense qu'il faut que la relation soit un peu plus équilibrée pour que ça fonctionne correctement. C'est intéressant parce que vous soulevez plein de points qu'on va creuser après, d'après mes petites fiches. Donc c'est parfait. Merci beaucoup pour ces transitions. Mais non, offertes sur un plateau comme ça, j'adore. Et du coup, Sacha, avec toutes vos casquettes, j'aime bien cette expression. Je pense que je vais la ressortir plusieurs fois. Un peu la même question de vos expériences dans plusieurs mouvements collectifs, avec plusieurs formats aussi. De quoi la société civile a besoin pour gagner ? Ouais, pareil, vaste question. Mais, part de casquette. Part de casquette. C'est important, les casquettes, quand il fait chaud. Mais sinon, déjà, oui, effectivement, avoir confiance en soi, c'est hyper important. Et de communiquer, de s'écouter. Là, notamment, sur la question du NFP, de la dissolution des législatives. Premièrement, un des enjeux qui arrivait au début, c'était déjà la question de l'apartisanisme. Ça a été vraiment un vrai enjeu. Et on devait le régler en quelques jours. La plupart des orgas où je suis militant ou activiste, on a vraiment comme pilier l'apartisanisme. Donc, quand on arrivait et qu'on voit qu'on a un vrai enjeu de l'arrivée de l'extrême droite, qui est vraiment flippant, notamment pour les organisations climat dans lesquelles je suis, mais aussi pour les populations les plus stigmatisées, les plus précaires, on se dit, OK, peut-être qu'on va faire un pas de côté,
et mettre un petit peu de l'eau dans notre vin et peut-être se mouiller un petit peu plus. Mais ça, ce débat, on a dû le faire en quelques jours. Et vraiment, c'était tendu. Hein. Il y a eu des pleurs et il y a eu des cris. C'est quelque chose qui est inscrit dans nos lignes depuis la création de nos organisations. Et on essayait de dire, oui, mais là, on parle du NFP, on parle pas d'un parti, mais du coup de plusieurs partis qui ont une ligne commune, qui ont un modèle de société que nous aussi on défend. Aussi, le NFP, c'est pas seulement des partis. Il y avait aussi le côté NFP des partis, NFP de la société civile, faire un petit versus. C'est pour ça que nous, avec le Plaid Mouvement, notamment, on a fait une chanson Nous sommes le Front Populaire. Pour la petite anecdote, moi, j'étais pas convaincu du tout. Hein. Enfin, vraiment, la partisanisme, moi, je suis ancré dedans. Et donc, quand les camarades m'ont dit, on va faire une chanson qui s'appelle Nous sommes le Front Populaire. Et j'étais pas au courant. J'arrive dans la porte, on me dit, bah, tu te mets devant la caméra et tu te mets à chanter ça. J'étais là, waouh. Comment on fait? Je me cache, je fais quoi? J'ai mis une écharpe. J'étais pas convaincu. Mais les enjeux étaient tels que je me suis dit, bah, on y va quand même. On se mouille, on le fait quand même. Et encore une fois, nos luttes, ça fait longtemps qu'on les porte. Le modèle de société qu'on défend, ça fait longtemps qu'on le porte. Là, il s'est avéré qu'il y avait des partis qui étaient prêts à défendre ce modèle de société. De l'autre côté, on a un parti. Je vais pas refaire l'historique du Front National et du Rassemblement National, mais on connaît le modèle de société qu'il veut. On n'avait plus le choix. Donc ça, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté, encore une fois, organisation. Au début, il y avait une cacophonie de choses, de personnes qui avaient envie de bien faire. Mais on se fatiguait, en fait. On se fatiguait, ne serait-ce que dans les outils, pour les sensibiliser à comment aller voter, etc. Tout le monde faisait ses trucs de son côté, discuter entre nous, en fait. Sur la communication, on faisait chacun nos communications, aller, parler du background de chaque élu, du Front National, etc. Parce qu'il y a quand même des gens, des élus, des personnes qui sont présentées du Front National avec des casquettes de nazis, des trucs, un taf de ouf, mais chacun faisait ça de son côté. Donc il y a des espaces qui ont été créés, comme disait Florène. Et je pense que ça, c'est hyper important qu'on les garde aujourd'hui, ils existent encore, et qu'on se rende compte que c'est hyper important que nos groupes communiquent les uns entre nous. Parce que c'est des moments comme ça où on est vraiment le dos au mur, ça peut arriver demain encore. Ça peut arriver demain et on ne doit pas recommencer ce taf à chaque fois de OK, qui fait quoi, on fait comment, à qui je dois discuter, etc. Donc ça, ces espaces existent. Et maintenant, aujourd'hui, comme vous parliez tout à l'heure aussi, c'est la question de représentativité. Moi, pour parler un petit peu de ma vie, j'ai grandi en quartier populaire. Mon parcours a fait que je me suis retrouvé dans des organisations climat où la mixité sociale, elle n'est pas folle. Et donc, du coup, je me sens un petit peu des fois comme un ovni dans les organisations où je suis. Mais c'est cool aussi parce que je peux avoir un contre-discours et une autre vision. Parce que en fait, si on n'a pas vécu certaines choses, on a des angles morts. Donc c'est cool d'avoir de la représentativité. Et comme dit souvent une camarade à la Bounedja, si t'es pas à la table des décisions, t'es au menu. Et des fois, en fait, nous, les organisations écolo et climat, on est dans un entre-soi social et on prend des décisions de mobilisation sans forcément prendre en considération d'autres réalités qui n'est pas forcément celle des militants qui sont là. Et donc, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, grâce à JC, etc., en vrai, on n'a rien fait. Hein. Ils sont humbles. Non, mais en soi, on n'a pas fait grand-chose. On a juste mis une salle à disposition, de la peinture et quelques connaissances. Mais ça, en fait, ça devrait être le b.a.-ba de chaque organisation. Ça devrait être normal, en fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça que quand je travaille avec Greenpeace, Attaque, etc., je leur dis, écoutez, en fait. Écoutez les autres orgas qui sont aux abois, qui n'ont même pas une salle, qui n'ont même pas 1 euro, qui peuvent rien faire. Juste écouter les autres réalités, dire prends ma salle. Bon, en vrai, ça me coûte rien. Vous êtes venu le dimanche en plus, je crois. On n'est même pas là, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça coûte que dalle. Y a une camarade que j'ai croisée tout à l'heure qui est au fond de la salle, qui vient du bassin minier, qui me disait nous, on a un collectif Antifa, on se sent un petit peu seul là-bas. Et ben, j'ai parlé avec les camarades d'Antifa de Lille, je leur dis allez les aider. Enfin voilà, s'il y a des moyens, des fonds, l'accaparement des capitaux aussi, des ONG, moi ça me rend gueudin, ça me rend fou. Il y a des ONG, elles ont tout. Et elles regardent les petites orgas crever. Et elles disent, elles font des trucs cool. Mais allez les aider en vrai. Ou même pas aller les aider, parce qu'en vrai, elles n'ont pas besoin d'aide. Mais genre juste lâcher un petit peu quand il y a des levées de fonds et que vous voyez que c'est pas forcément fait pour vous. En vrai, vous votre nom, j'ai déjà pop-up plein de fois dans des rendez-vous subventions. Non, mais en vrai, c'est normal. C'est normal. Je me dis, il y a des petites orgas là-bas qui ont besoin de fonds. Et en vrai, ce que vous proposez, elles sont beaucoup plus cohérentes que nous. Même si la plupart de nos orgas, Action Justice Climat, les Amis de la Terre, etc., à chaque bilan comptable, on trempe des genoux. Mais au final, on s'en sort. Ça fait des décennies qu'on existe, on s'en sort. Vous me dites, vous n'avez même pas de... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Vous n'avez même pas de compte. Mais là, faut remettre la réalité en face des choses. Tu vois. En fait, on essaye de défendre un modèle de société égalitaire, social, etc. Mais on laisse crever les camarades à côté. Enfin, voilà. Bon, j'ai fait un petit peu une digression, mais...
merci beaucoup. Et justement... Et voilà, pour répondre à ta question, de l'écoute, en fait, juste de l'écoute et regarder ce qui se passe, et juste que notre réalité n'est pas celle de tout le monde. Et de faire en sorte que nos espaces de travail qu'on a créés là aujourd'hui, en fait, qu'il y ait une représentativité de la société qui soit vraiment large. Et juste marre d'avoir la même tête à chaque fois autour de la table, quoi. Bah c'est parfait, ça fait encore une fois une parfaite transition avec les sujets que j'avais envie de creuser. On va parler de représentativité, mais juste avant, je voudrais, même si en fait c'est lié, revenir sur cette coopération dont on a déjà parlé ensemble, Sarah. Mais comment est-ce que on passe à l'échelle d'au-dessus dans la coopération, dans la coordination, et c'est quelque chose qui vient un peu d'être évoqué, en évitant des hégémonies de certains mouvements, et comment est-ce qu'on arrive à s'entendre les uns les autres avec toutes les tailles de structure, et en évitant d'arriver, moi je suis là depuis 50 ans, j'ai plein de sous, donc c'est moi qui donne le là. En fait, il a déjà tout dit, Sacha, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il vient de dire. J'ai bu tes paroles et je suis absolument d'accord. Je pense que, comme tu dis, il faut qu'on se questionne sur nos modes de fonctionnement. Et moi, c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce dernier livre. C'est vraiment de se poser la question, en tant qu'organisation de gauche, qu'est-ce qu'on reproduit qui fait partie du modèle de société qu'on essaie de combattre. J'ai l'impression de te paraphraser, du coup, je vais essayer de faire pas exactement la même chose. Mais donc, je pense que l'approche hégémonique, c'est quand même assez... culturellement, c'est très ancré à gauche, quoi. L'idée qu'il faut qu'on soit majoritaire, et du coup, souvent, ça dérive sur il faut qu'on soit les seuls. Je pense que vous pouvez penser à plein d'associations, plein d'organisations autour de vous qui veulent être les premiers, les plus gros, tout capter. Et en fait, on grandit dans une idée de rareté dans notre vie déjà en général, et on reproduit cette idée de rareté dans les milieux activistes, militants, etc. Et ce que dit Sacha est tout à fait vrai. Ce truc de dire on va capter un maximum parce qu'on ne sait pas comment demain sera fait. Au contraire, en fait, je pense qu'il faut qu'on change complètement notre perspective des choses. On a énormément. Et moi, j'en ai marre d'entendre ouais, l'extrême droite, ce terrain, machin, ils ont plein d'argent. Mais on a énormément de ressources. Regardez, vous êtes 120 ici. Rien que tout ce que vous, individuellement, pouvez amener à la cause, c'est énorme. Et vous n'êtes que 120 dans cette salle. Donc, c'est changer cette idée de il n'y a pas assez à en fait, il y a largement assez. Et donc, du coup, on est dans le partage et on est dans la collaboration. C'est hyper important. Et je pense que c'est un des apprentissages pour moi, même personnellement, parce que j'ai quand même travaillé sur une plateforme qui se présentait comme la plus grande plateforme mondiale de pétition en ligne. Je pense qu'il y a vraiment ce modèle de dire on a de la valeur, on a de l'impact parce que ce qu'on fait est gros, massif, visible, dans les médias, etc. C'est pas vrai. Ça, il faut vraiment qu'on se sorte ça de la tête. Chaque personne qui frappe une porte, qui fait une conversation, chaque personne qui donne un tract, chaque personne qui prend le temps de discuter avec des personnes d'autres collectifs, etc., a un impact. Donc, reconnaître l'abondance, en fait, je pense que c'est vraiment la première chose. Et pour moi, c'est aussi une approche, puisqu'on est quand même dans un espace politisé, c'est une approche anticapitaliste aussi, de se dire qu'on veut déconcentrer le pouvoir, déconcentrer les ressources, déconcentrer aussi le savoir-faire. Et c'est pour ça que c'est génial qu'il y ait ces moments d'apprentissage collectif. Ça, c'est fondamental. Et puis là, donc pour répondre plus par rapport à ta question, je pense que si on arrive à se dire que en fait, la réussite, c'est pas l'hégémonie, la réussite, c'est pas la visibilité, en fait, on peut déjà respirer un bon coup parce qu'on va s'enlever cette charge mentale sur nos épaules. Et puis la deuxième chose, on peut aussi essayer des choses différentes. Par exemple, il y a plein de fonds citoyens qui sont en train de se créer pour financer des associations. Il faut qu'on réfléchisse à tout ce qu'on peut mettre en commun, tout ce qu'on peut mutualiser. Et la dernière chose pour sortir justement de cette idée d'hégémonie, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on est le mieux placé pour faire. Et ça, c'est un vrai problème, je pense, dans le mouvement social, c'est que tout le monde pense pouvoir savoir tout faire. Moi, je ne sais pas tout faire. Et je ne vais pas essayer de tout faire. Donc, accepter de dire, c'est quoi ma zone à la fois d'expérience, c'est quoi les gens à qui je veux parler. Par exemple, moi, je ne sais pas du tout faire de la recherche. C'est pas mon truc. Donc, je vais pas commencer à lancer une orga et me dire, ouais, on va ajouter un truc recherche dedans, histoire, encore une fois, de bien tout capter. Non, il y a des choses que moi, je peux faire, il y a des choses que d'autres personnes peuvent faire, il y a des choses qui font la même chose, il y a des gens qui font la même chose que moi, à qui je dois apprendre à parler. Et ça, c'est hyper important. C'est qu'on a tendance à vouloir un peu sauvegarder son précaré quand on sait bien faire un truc et de pas le dire aux autres. Donc, on a besoin de passer à ces approches-là. Et puis aussi, on a besoin de se dire que finalement, quand on vient militer, et je pense que c'est votre cas, tout ce qui est dans la salle, on vient aussi chercher quelque chose.
Enfin, on va pas se mentir, quoi. On n'est pas là juste pour la cause au-dessus. On est là parce qu'on cherche de la solidarité, on cherche de la reconnaissance, on cherche de l'amour, disons-le. Donc, essayons aussi, pour pouvoir sortir de ces logiques de compétition, d'hégémonie, de se dire, en fait, on est avant tout là pour créer du lien. On est là pour créer des actions communes, ok, mais d'abord, on est là pour résister à un modèle fasciste qui nous dit qu'on doit se battre les uns contre les autres. Donc, commencer par se dire, on est ensemble, on est dans la générosité, on est dans l'abondance, on n'est pas dans le fight les uns contre les autres. Et c'est hyper important avec ce qui se passe en ce moment dans le mouvement social. C'est pour moi la seule manière qu'on peut avoir de militer en tant que militant de gauche progressiste, quoi. Alors j'avais encore plein de questions, mais je voudrais juste qu'on creuse une notion avant de laisser la parole entre autres au public et puis au petit quiz. Eh oui. C'est cette notion de représentativité qu'on a déjà citée. Sarah, est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des petits tips sur comment justement travailler, à défaut d'atteindre, mais travailler à une meilleure représentativité de la société française dans nos mouvements citoyens? Déjà, quelle bienveillance autour de la table. Ça fait du bien. Je pense que c'est important de le souligner. Merci Sacha pour tes mots. Merci Sarah. Merci Lucie. Merci Florette. Encore une fois, c'est une excellente question. Je pense que la première étape, c'est... ça rejoint un peu ce que disait Sarah. C'est de reconnaître quand on n'est pas légitime sur parler d'un sujet, quand on n'est pas légitime à parler à une certaine catégorie de personnes. Par exemple, moi, je ne vais pas comprendre les réalités de cadres de CSP+, qui vivent dans le 8e arrondissement de Paris, alors que moi, je mets 1 heure pour aller dans le 8e. Typiquement. Comment est-ce qu'on fait ? On parle aux gens. On parle aux gens, on pose des questions, et puis, bon, quand même, c'est important de prendre un petit peu de recul, etc. Je peux raconter une anecdote pour illustrer mon propos ? Un jour, j'étais dans une réunion. Je peux pas dire le lieu parce que j'ai peur qu'on se rende compte de qui je parle. J'étais dans une réunion. C'était pas chez AJC du coup. C'était pas chez AJC, c'était pas dans le 8e. Non, justement en fait, c'est là mon propos. C'est que c'était dans une réunion dans l'arrondissement populaire de Paris. Enfin, ça veut rien dire, mais on s'est compris. Dans une grosse structure culturelle. D'accord ? Et donc, on se met autour de la table. L'idée, c'était de dire, voilà, on va réfléchir à un événement. Et cet événement, typiquement, ça va être pour parler de l'engagement dans les quartiers populaires. Justement, ça faisait suite à la mobilisation, etc., avec l'aspect culturel, etc. OK ? Autour de la table, dans un arrondissement populaire, on était 3 personnes racisées sur 35. Je sais pas si vous vous rendez compte, attendez, je vais le répéter. 3 personnes racisées sur 35, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas dire qu'on va... Et parce que là, on parle de représentation en politique française. Même dans les milieux associatifs, même dans les milieux militants, il y a un problème. Cet été, on s'est battu. Mais quand je vous dis battu, pour qu'on se fasse entendre dans des organisations qui n'avaient jamais invité de personnes en dessous de 25 ans. De 25 ans. Mais rendez-vous bien compte. Là, j'étais en train de penser, je me suis dit, on va faire une table ronde avec que des acteurs associatifs qui sont jeunes, d'accord ? Et franchement, ils se comptent sur les doigts de la main, sur les têtes d'acteurs associatifs, parce qu'il n'y a pas de cette représentation-là. Pour moi, la représentation commence au niveau associatif, commence au niveau militant. Par exemple, inviter des personnes qui sont légitimes à parler de leur sujet. Et faire le tri entre ceux qui font ça pour du personal branding et ceux qui sont réellement dans des luttes. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Et la deuxième étape, c'est typiquement de donner les clés à des personnes qui sont issues de ces milieux-là pour qu'ils puissent se former. Par exemple, là, à l'Assemblée nationale, on a 2 députés qui sont issus de quartiers populaires. C'est Ali Djouara et Carlos Martins Bilongo. On a 2 députés, 2 hommes qui parlent pour l'ensemble des jeunes de quartiers populaires. C'est pas normal. Il y avait je sais pas combien de candidatures pendant les législatives de personnes issues de quartiers populaires. Je parle même pas de jeunes, là. Vraiment, j'enlève le facteur de l'âge. Et il y en a que 2 qui ont été issus de ça. Et puis en plus, regardez toute la pression médiatique et tout ce qui se mange. Ali Djouara, il a failli se faire annuler son mandat
calomnie pour rien, parce qu'au final, on s'est rendu compte que c'était faux. Carlos Martins Bilongo, il est à l'Assemblée nationale, on leur dit qu'il retourne en Afrique. Enfin, rendez-vous compte de la violence du truc. Ali Jouara, il a posé une question il y a 2 semaines, on l'a pas calculé. C'est un député. Donc, en fait, on est confronté à des réalités sociales, même dans les sphères de pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de personnes? Eh ben, on nous donne les clés. Et typiquement, je ne vais pas rajouter encore de l'huile sur le feu, mais ce que Action Justice Climat a fait, c'est juste la base. On n'a pas de local, bah donnez-nous un local. Vous êtes dans des campagnes de crowdfunding, vous entendez qu'il y a un financeur qui veut financer ça, etc. Mais vous n'avez pas les épaules, c'est pas votre sujet, mais laissez ça. Laissez ça, donnez le nom d'une autre orga. En fait, j'ai tendance à dire, mais on peut tous manger à la table. Il y a assez à manger pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce résumé. Alors pour prendre la colère, mais aussi pour parler un peu d'espoir, nous on a voulu aussi donner la parole à 2 responsables de groupes locaux de Victoire Populaire qui sont au premier rang, qui sont en train de se dire c'est mon moment. Est-ce que j'ai bien révisé ce que je devais dire? Du coup, je vais vous laisser chacun à votre tour mon siège assez rapidement, mais c'était juste, ça nous tenait à cœur aussi qu'ils et elles fassent entendre un peu le résumé de ces 6 derniers mois à Victoire Populaire avec des échelles de groupes locaux différents, des défis différents, mais de montrer que en fait, quand on s'organise, c'est chouette et ça marche. Et je commence par Léandro. Bonjour à tous, ça fait trop bizarre d'être là du coup, ça fait une heure que je prends des photos. Oui, je voudrais partager l'expérience que j'ai pu avoir à Montpellier. Donc ça a commencé avec Mizi numéro 1 ici. Donc j'ai découvert VP en même temps que Mizi et forcément j'ai fait un petit peu un rapprochement douteux, mais c'était quand même un beau cadre pour découvrir toutes les valeurs et me motiver donc à développer donc un groupe local. Donc je suis arrivé à Montpellier un peu perdu, mais avec plein d'ambitions et d'idées et de stratégies et autres. Et je me suis rapproché du coup du groupe NFP34 qui était déjà créé, en envoyant des petits messages. Hey, ça vous dit qu'on se rencontre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai plein d'idées, nan. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui m'a répondu. Donc il y a Marina qui est actuellement en facilitation graphique et qui a été géniale et qui m'a dit hey, moi je suis trop chaud. Et une autre personne qui fait partie également qui s'appelle Hugo, qui fait partie d'un bar engagé à Montpellier. Et en fait, donc les 3 petits lurons, on s'est rencontrés là-bas et on a commencé à réfléchir et à essayer de mettre quelque chose en place. Ça a pris du temps, plusieurs mois, et en fait, on s'est dit qu'on avait besoin évidemment d'autres personnes parce qu'à 3, ça allait être très compliqué. Et donc on a créé un premier événement en janvier, présentation du livre de la primaire populaire pour essayer déjà d'en parler et aussi de créer quelque chose qui avait une valeur ajoutée et d'attirer potentiellement des bénévoles. Et ça a beaucoup plus marché que ce qu'on imaginait parce qu'on était très mal organisé au niveau communication. Et typiquement, l'élément qui a été vraiment une force, c'était de s'appuyer sur ce bar engagé qui avait une grande visibilité. Et alors qu'on n'avait rien fait, il y avait quasiment 15-20 personnes qui sont venues. Donc ça a créé des discussions, de l'intérêt. Et on s'est dit, vu qu'on est un peu en galère, on va continuer à faire des petits événements en imaginant que d'autres personnes vont se rajouter. Donc on a fait un apéro goûter engagé. C'est parti dans l'alcool, mais voilà. Et à ce moment-là, il y a eu des personnes qui ont voulu se mobiliser avec nous pour devenir coordinateurs. Donc on est passé de 3 à 5. Et à partir de là, on a commencé à faire du coup une première réunion de coordinateurs locaux et on a pu mettre en place des événements. Donc typiquement, une fois par mois, on a un apéro goûter engagé, une action sur le terrain. Donc la prochaine et la première, ça sera donc mi-avril. Et toute cette énergie ici va nous aider justement à le mettre en place, donc de lutte contre l'abstention et des réunions aussi de coordinateurs locaux. Donc
C'était assez laborieux, mais en fait, en s'appuyant un petit peu sur tout ce qui existait déjà et sur les différents mouvements de gauche et de personnes de mouvements citoyens, en fait, on a commencé à créer quelque chose. Et là, c'est trop bien parce qu'on vient de rencontrer 3 autres personnes de Montpellier qui vont, normalement, je l'espère, rejoindre le groupe de coordinateurs locaux. Donc, ça va être trop cool, on va pouvoir mettre plein de choses en place. Et voilà, donc c'est le début de quelque chose peut-être de grand. Merci, et je repasse le micro à Marie. Alors, moi, je suis là pour parler du groupe local de Lyon, du Rhône. Moi, ça a commencé aussi sur les législatives où je m'étais engagée sur le tractage, tout ça. Après, j'ai entendu parler de MISI. Il y a quelqu'un qui m'a appelée. Moi, je lui ai dit, je sais pas, je me sens pas légitime. On dit, si tu vas venir, je fais, ok, je viens. Et à ce week-end-là, j'ai rencontré des personnes incroyables où on est reparti en fait de MISI avec un petit groupe de 4-5 avec de l'énergie, des outils, mais surtout de l'énergie et de l'espoir. Donc on est revenu sur notre territoire lyonnais et on a commencé à créer ce groupe-là. Aujourd'hui, on est 7-8, ça dépend des semaines, ça dépend, chacun s'engage comme il peut. On a, je pense, une trentaine de personnes qui travaillent sur des groupes de travail. On a une centaine de personnes qui sont, je pense, à l'affût de ce qu'on propose. L'idée aujourd'hui, nous, sur le local, c'est de créer, de proposer des formes d'action qui correspondent à tout le monde. Donc, du porte-à-porte, pouvoir faire des ciné-débats, pouvoir créer juste des apéros où les gens se rencontrent et prennent de l'énergie. Ce qu'on a fait en amont sur le groupe local de Lyon, c'est de rappeler toute la base qu'on avait déjà. C'était une grosse force. Appeler les gens, dire on est en train de relancer quelque chose. Est-ce que tu es motivé? Qu'est-ce qui peut te correspondre à toi? Donner aux personnes la capacité d'agir et de s'engager, car c'est un cadeau, l'engagement. On nous l'a dit et redit. Et c'est vrai, c'est un cadeau. Et voilà, et maintenant ça roule et ça fonctionne et ça fait boule de neige. Donc hâte de voir aussi la suite. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages qui montrent bien que des fois, il faut 1, 2, 3 personnes et que c'est ensemble qu'on peut gagner. Alors, je vous l'ai spoilé tout à l'heure, c'est l'heure du quiz. Messieurs, dames, autour de ma table rectangulaire, vous avez eu des petits post-it normalement. Soit elles sont peut-être sous vos fesses. Il y a un post-it 1, un post-it 2, un post-it 3. Cher public, vous n'avez pas de post-it, j'en suis confuse. J'avais la flemme de vous faire des post-it à chacun et à chacune. Mais du coup, je vous propose de faire avec vos mains 1, 2 ou 3. Okay, vous pouvez faire 2 comme ça, le 2 de la victoire. Enfin, je ne suis pas discriminante des 2, tout va bien. Et donc, je vais vous proposer des citations et il va falloir trouver à qui appartient cette citation. Et vous aurez des propositions. Donc la proposition 1, 2 ou 3, vous l'aurez comprise. Ok, est-ce que les règles sont limpides? Allez, j'adore. C'est parti. Alors, première citation. Ouais. Je vais dire, pour chaque citation, je vais vous proposer 3 réponses et il faudra voter d'après vous, choisir quelle est d'après vous la bonne réponse. Évidemment, je donnerai la solution à la fin. Je ne vous laisserai pas comme ça toute la nuit cogiter sur ces citations. Alors, première citation. Je vais vous le faire d'un air digne, une citation importante. Le changement ne se produit pas dans les grandes assemblées. Il se produit dans les maisons, dans les écoles, dans les bureaux, dans les communautés, lorsque les gens commencent à se lever et à faire entendre leur voix. J'ai tout donné. Alors, est-ce qu'il s'agit de 1, Nelson Mandela, 2, Emmanuel Macron, ou 3, Barack Obama? Alors, Nelson Mandela, Emmanuel Macron ou Barack Obama, d'après vous? Alors, je vois du 1, 3. Dans la salle, je vois du 3. Et il s'agit de Barack Obama, en effet. Bravo à ceux et celles qui avaient voté pour la 3e option. Deuxième citation. Et alors là, si vous avez été attentif, vous aurez toute la réponse. À une époque de polarisation de la société, les mobilisations citoyennes permettent de créer du lien. Est-ce qu'il s'agit d'Alexandria Ocasio-Cortez,
de Sarah Durieux ou de Paloma Moritz? Qui parle de créer du lien? Et non, il s'agit de Sarah Durieux. Eh oui! Alors, celle-là, elle est sympa. Je démontrerai mon innocence. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. Est-ce qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy, de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella? Ah, c'est pas si facile! C'est pas si facile! Alors, ça pourrait être tout le monde. En l'occurrence, c'était Nicolas Sarkozy, mais je vous l'accorde, ça aurait pu être n'importe qui. Enfin, n'importe qui de cette liste. Évidemment, entendons-nous bien. Alors, prochaine citation. Les mouvements citoyens sont essentiels pour le changement. La solidarité, l'action collective et la résistance sont les piliers de toute démocratie. Est-ce qu'il s'agit de Greta Thunberg, Camille Etienne ou Angela Davis? Ouais, je ne vais pas que faire des blagues sur Nicolas Sarkozy quand même, ça va bien, il a eu son moment. Alors, je vois des 3, des 2, Angela Davis. J'ai 3, 2. C'est Angela Davis, c'était la réponse numéro 3. Alors, il nous en reste 2. L'avant-dernière citation. Qui a dit « La France doit être un phare pour les démocraties du monde » Est-ce qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy, encore une fois, d'Emmanuel Macron ou de Sacha Arfeuil? Alors, je vois beaucoup de 2. Eh non, c'était pas Sacha, c'était bien Emmanuel Macron qui a jugé que la France devait être un phare pour les démocraties du monde. Et qui a dit pour la dernière, la démocratie ne signifie rien aux yeux du président? Est-ce qu'il s'agit de Lucie Castet, de Sarah Benani ou de Salomé Saké? Qui a répondu « La démocratie ne signifie rien aux yeux du président » Eh oui, c'est Lucie Castet. Merci beaucoup pour ce petit quiz. Et C'est vrai en même temps, non? Ah mais oui. Mais est-ce que j'ai dit que c'était faux? Moi, j'ai fait un choix fin des citations pour leur pertinence. Surtout celle de Nicolas Sarkozy. Alors, je vous propose maintenant de prendre des questions dans la salle. Je vais vous demander à tous et toutes d'essayer d'être concis et précis dans votre question. Vous êtes nombreux et nombreuses dans la salle. J'aimerais bien qu'on ait le temps de répondre à... Alors, on n'aura pas le temps, j'annonce tout de suite, de répondre à toutes les questions si chacun et chacune en a une. Mais voilà, si vous avez une question pour un ou une ou des intervenantes de notre table rectangulaire, c'est le moment. Et essayez d'être précis et concis dans votre prise de parole. Qui veut se lancer ? C'est horrible, là. Je leur pose des questions depuis tout à l'heure. Ils sont trop méchants. Genre, je comprends, c'est stressant. Non, allez-y. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Alors, on va en prendre genre donc 1 et 2. On va les prendre à la suite parce que peut-être qu'elles se répondent et puis on leur répondra après. Bonjour. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'importance de fédérer les différents mouvements de la société civile. Aussi... que les partis politiques sont de plus en plus conscients par rapport aux besoins de la société civile. Donc, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur les actions concrètes pour mieux fédérer la société civile? Il y a eu des actions comme Gagnons ensemble, le week-end passé, les initiatives des collectifs, mais comment vraiment mettre ça à l'échelle pour créer un mouvement hyper puissant où on peut s'entraider et surtout comment reparler avec les grands partis du NFP parce que pour l'instant, ça semble un peu bloqué. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question qu'on peut prendre et puis on y répondra après? Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir le sentiment de Lucie Castet. Quel est son état d'esprit sur la chance de refaire le coup des législatives en mieux la prochaine fois ou pas? Sortir la boule de cristal. Alors, on va déjà prendre ces 2 questions-là. Sur la première, il y a déjà des choses qui ont été dites, mais sur creuser
ce lien, comment on passe à l'échelle supérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en particulier? Florène, vas-y. Carrément. Et ben moi, je pense que c'est l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois. Je pense qu'on a beaucoup insisté sur la coopération et je pense qu'il faut le rappeler, quand on coopère, on peut aussi être très efficace, on peut aller très loin et on peut se faire entendre très fort. Donc il ne faut pas croire que la coopération nous affaiblit, bien au contraire, ça met encore plus de personnes autour de la table et ça nous donne encore plus de force d'agir. Donc moi je pense que maintenant il faut qu'on donne à voir ce que ça donne quand on coopère. Et donc on a besoin de parler ensemble, on a besoin d'interpeller aussi les parties ensemble. Je pense qu'on a besoin de leur rappeler que de nous appeler quand on est dos au mur, c'est trop tard et qu'en fait on est déjà dos au mur. Enfin, ça sert à rien de se dire on va attendre 6 mois avant la présidentielle. Non, c'est maintenant qu'il faut commencer à se poser autour de la table et de réagir et de se dire comment est-ce qu'on recrée cet espoir de victoire, parce qu'on est persuadé au sein de Victoire Populaire et je pense encore ici autour de cette table qu'on peut gagner les prochaines échéances, qu'il va falloir se mobiliser, qu'on va peut-être pas dormir beaucoup et qu'il faudra quand même qu'on fasse des roulements pour se reposer un peu, mais en tout cas elles sont gagnables ces prochaines échéances. Mais par contre pour qu'elles soient gagnables, il faut qu'on commence à travailler dès maintenant. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on donne à voir des victoires locales. Donc quand on organise une action d'inscription sur les listes électorales, on appelle la presse quotidienne et régionale et on leur dit venez voir ce que ça ressemble quand on se bouge et quand on fait en sorte qu'une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes s'inscrivent sur les listes électorales. On le voit quand on mène des actions thématiques comme on a pu le faire sur les questions de la santé, comme Sarah a pu le faire très récemment sur la question de l'avortement, du droit à l'avortement plutôt partout en Europe. Donc on choisit des sujets thématiques sur lesquels on se mobilise ensemble, on commence à s'inscrire sur les listes électorales et on interpelle les partis pour leur dire on n'attend pas 3 semaines avant les prochaines échéances pour se mettre autour de la table et penser une stratégie commune. Et ça, je pense que si on fait ça ensemble et qu'on utilise nos voix collectives pour faire ça, on va se faire entendre. Pas mieux, je suis d'accord avec tout ce que Florène vient de dire. Je pense que je vais essayer de répondre à cette question-là, enfin la première question et la deuxième en même temps. Peut-être commencer par la deuxième. Moi, le sentiment que j'ai sur est-ce que les partis vont être capables de refaire ce qu'ils ont fait aux législatives, je pense que mon sentiment est mitigé, c'est-à-dire que je pense qu'il y a à la fois des éléments qui donnent pas beaucoup qui montrent que la situation est complexe. On a aujourd'hui un NFP qui est quand même assez éclaté, des partis qui sont très tournés vers eux-mêmes, notamment parce qu'ils ont des échéances internes qui sont très importantes et que ça prend beaucoup de place. Mais rappelons-nous quand même que juste avant les législatives, on l'a dit tout à l'heure, il y avait les européennes. Les européennes, ils sont pas partis ensemble. Tout le monde disait c'est l'enfer. Ils se tapent dessus en permanence. Ils ont fait beaucoup des campagnes. Les différentes campagnes des différents partis du NFP aux européennes étaient très dures vis-à-vis de leurs partenaires de gauche. Donc ça, souvenons-nous qu'on était dans ce contexte-là. Et je suis pas sûre que beaucoup de gens auraient parié sur la suite de l'histoire au moment du résultat des européennes. Donc souvenons-nous que ça a été possible. Souvenons-nous que ça a été possible parce que le peuple de gauche, d'une certaine façon, a mis les partis devant leurs responsabilités. Et aussi parce qu'au sein des partis, il y a des gens qui sont des vrais unionistes. Sincèrement, moi, j'en ai rencontré beaucoup qui ont vraiment... Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et parfois, en fait, on a une perception distordue par les médias et moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu médiatique en France. Hein, c'est que... Mais même moi, j'en ai fait beaucoup les frais. À chaque fois que j'allais sur un plateau, on me disait « Ah, mais Bidule a dit que machin, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et moi, j'essayais de dire « Mais moi, je m'en fous de ça. Ce que je veux, c'est parler de fond, c'est répondre aux préoccupations des gens. Et c'est pas une réponse rhétorique. C'est que vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que si les gens se détournent de la politique, aussi parce qu'on n'en fait qu'un espèce de cirque entre Bidule qui a dit quelque chose sur un autre. Enfin, voilà, on s'en fout. Enfin, c'est pas ça qui compte. Et donc, je pense qu'il faut... Voilà, il y a des éléments qui sont des éléments perturbateurs, inquiétants. Le fait que les partis sont dans une situation compliquée. Je pense que la situation internationale n'arrange pas les choses parce qu'on a des opinions de fond qui divergent assez fondamentalement sur les questions internationales. Et donc, ça peut tendre, encore une fois, un peu plus la relation entre les partis. Néanmoins, je pense que, encore une fois, appuyons-nous sur les membres des partis qui sont vraiment unionistes et surtout aussi sur vous, sur eux, sur vous, sur tous les gens, tout le peuple de gauche. Bon, ça, c'est une notion qui est assez vague, mais le peuple de gauche, je pense, est très majoritairement unioniste et donc va pousser pour que les partis s'allient et aussi les militants. C'est ça qui est dingue, c'est que moi j'ai passé l'été à aller voir des militants et ils me disaient tous dites-leur aux chefs de parti que nous on veut rester unis. Et je leur disais ok, je leur dis, vous inquiétez pas, mais en revanche dites-leur aussi parce qu'il y a un moment il faut qu'ils comprennent que leur base est favorable à ça.
Et on le voit que les stratégies des grands chefs à plume des directions des partis sont pas du tout soutenues par les militants parfois. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse une sorte de magma hyper puissant qui les force à rester unis ou à se réunir à un moment. Et je pense que ça passera à la fois par le terrain militant et aussi par le fond. Moi, je suis convaincue que si on abandonne le socle programmatique qui a été celui du programme du Nouveau Front Populaire, qui avait ses défauts, notamment parce qu'il a été fait rapidement, je peux vous dire, moi, je l'ai lu et relu dans toutes les petites lignes, le programme, pour pouvoir répondre à des questions tout l'été. Il y a des trucs sur lesquels il n'y avait pas du tout de détails, où il y a des choses, par exemple, sur les questions internationales, on est beaucoup moins... la situation a changé drastiquement, et donc il faut l'étayer, il faut le compléter, etc. Mais quand même, c'est une bonne base, notamment parce que c'est un programme qui propose un projet... alors pas encore assez défini à mon sens, mais une vraie alternative à la politique qui est menée depuis maintenant 8 ans, et même depuis plus que 8 ans, je n'irai pas plus loin. Et donc je pense que c'est important de rester, d'être ferme sur nos appuis programmatiques, pour prendre une métaphore sportive que j'affectionne particulièrement. Et je pense que c'est important, notamment parce que sinon les gens vont de nouveau se détourner du politique, parce qu'ils se diront en fait c'est juste une question d'accommodement avec les limites du système actuel, et donc si on propose pas un autre programme, les gens voteront plus et s'intéresseront définitivement plus à la politique. Donc voilà, des éléments d'inquiétude, mais aussi beaucoup d'éléments d'espoir. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le luxe d'être totalement désespérés, parce que les gens qui souffriront en premier de ce désespoir-là sont ceux qui sont les plus précaires, et donc on peut pas se permettre de baisser les bras. Et sur la question très pratique de que faire dans les prochaines semaines, moi je pense qu'il faut faire une forme d'appel. Alors on verra quelle forme ça peut prendre, mais une forme d'appel de la société civile aux partis, en leur disant les amis, la situation est trop grave, on n'est pas dans un truc d'alternance droite-gauche qu'on a pu connaître dans les années 90 et les années 2000. Là, on a le fascisme à nos portes, on a même des éléments fascisants au gouvernement qui ont été à qui le président de la République, pour le coup, a vraiment laissé la porte grande ouverte, voire a invité à rentrer dans le gouvernement. Donc je pense qu'on n'est plus dans une situation de banale alternance classique gauche-droite, et donc on peut pas se permettre de juste s'envoyer des noms d'oiseaux sur plateau interposé, et donc voilà, redire la société civile attend ça, le peuple de gauche attend ça, les militants attendent ça aussi, et donc prenez vos responsabilités. Je pense que si tout le monde suit derrière cet appel, ça peut faire quelque chose d'assez massif. On a le temps pour une dernière question. Alice, c'est pas une question. Ok, et ben moi j'ai une dernière question. C'est une question collégiale et qui va appeler à une réponse courte, même si y aurait de quoi, encore une fois, faire 14 tables rectangulaires. Mais si vous deviez ajouter un ingrédient à la recette pour nos futures victoires, quel serait-il ? Alors, imaginons que c'est un gâteau de la victoire. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Quel est l'ingrédient que vous apportez ? Et peut-être que quelqu'un d'autre aura dit votre premier ingrédient, donc du coup, ça permettra d'en ajouter un autre. Mais ouais, pour nos futures victoires, quel est l'ingrédient ajouté à la recette d'après vous ? Vas-y, Sarah. Je sais pas si c'est bateau de dire ça, mais je dirais... j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied, mais je dirais quand même l'inclusion de toutes et tous, vraiment, et de toutes les luttes dans la victoire. Par exemple, je prêche un petit peu pour ma paroisse, je me permets, vu l'actualité brûlante de ces dernières semaines, l'islamophobie, ce n'est toujours pas reconnu dans la loi. Donc ça serait bien d'y penser, et ça serait bien de reconnaître vraiment toutes les discriminations, et donc de mettre tout le monde dans les luttes. Je pense que c'est comme ça qu'on obtient la victoire. Allez, vendu. Vendu pour notre gâteau. Sacha, qu'est-ce que vous rajoutez au gâteau ? On m'entend ? Oui, on m'entend. Ouais. Un peu dans la même lancée. Enfin, je pense que le moyen d'arriver à nos victoires, c'est aussi, pour incarner un peu le modèle de société qu'on veut. Enfin, je pense que le moyen pour y arriver doit un peu retranscrire. Je m'explique. On veut un modèle de société qui soit inclusif. Et bien, il faut que nos luttes et nos moyens de faire soient inclusifs. Et donc, dans cette même lancée, moi, je pense qu'on souhaite tous un modèle de société où la joie soit quelque chose qui prenne beaucoup de place
je pense que nos luttes aussi, en fait, elles doivent être aussi remplies de joie, remplies de festivités. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les organisations où je milite. Après, il y a plusieurs stratégies. Enfin, qu'on s'entend, hein. Le ton de la joie n'est pas forcément adapté à toutes les luttes, on s'entend. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important qu'on doit avoir, qu'on ne doit pas oublier. En fait, on vit déjà une société qui est hyper brutale, hyper agressive. On est déjà tous un peu abîmés par ce qu'on vit au jour le jour. Et heureusement qu'il y a des moments comme ceci, où on se retrouve collectivement, où il y a de la joie, où on arrive à discuter ensemble et tout. Et je pense que dans nos luttes, ça doit être aussi pareil. On doit lutter ensemble et sans oublier que notre but à la fin, c'est d'avoir des sociétés où on soit tous et toutes heureux. Donc la joie. Est-ce que vous avez un ingrédient? J'ai le droit d'en mettre 2. Allez, 2, mais 2 rapides. Curiosité, humilité. Je pense que souvent, quand on milite, on pense que militer, c'est être sûr de soi et imposer notre vérité à tout le monde. Et donc, je pense qu'au contraire, en fait, si on veut gagner, il faut qu'on soit curieux des autres. Il faut qu'on soit humble sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et surtout, pas dire aux gens qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont stupides, que ce sont des fachos, même si. Donc voilà, ne pas confondre les élites politiques et les gens à qui on parle, je pense que c'est très important. Et donc se donner vraiment le cadeau de l'humilité, de la curiosité, ça va tous nous faire avancer, en plus de nous faire gagner, je pense. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je vais essayer de parler d'autres choses pour être complémentaire. Mais je suis vraiment d'accord et je trouve que ça va un peu ensemble avec ce que vous avez dit. Moi, je pense que un des ingrédients qui nous manque, c'est vraiment qu'on puisse reparler des intérêts économiques et sociaux présents dans le pays. Parce que en fait, on constate que si on regarde qui a intérêt aux politiques qui sont menées aujourd'hui, on constate que c'est vraiment une très petite minorité qui en bénéficie. Et que quand on pose des questions très précises à la population, on a des résultats qui sont très favorables aux mesures qui sont portées par la gauche. Je dis 2 exemples. Par exemple, revaloriser les métiers qui sont dits féminisés, revaloriser le salaire des métiers dits féminisés, donc par exemple les métiers du care, les métiers du soin et du service à la personne. Et le deuxième exemple, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on régularise massivement des médecins qui ne viennent pas de l'Union européenne pour venir travailler dans nos hôpitaux? Eh ben, les gens ils sont favorables à ces 2 mesures à plus de 80%. Et pourtant, il n'y a pas 80% des gens qui votent pour la gauche, loin s'en faut. Sinon, on serait tous dans une autre situation. Oui, peut-être. Et donc... Et donc, pour moi, il y a une sorte de hiatus entre ce que les gens pensent et leur appétit pour la redistribution, pour l'égalité, pour une politique vraiment beaucoup plus inclusive et représentative, et puis ce pourquoi ils votent. Et effectivement, il ne faut pas dire aux gens vous êtes juste des débiles fachos qui n'avaient rien compris. Il faut leur remontrer à quoi sert la politique. Et c'est aussi la responsabilité de la politique de montrer à quoi elle sert, remontrer à quoi sert la politique et à quoi servent les politiques publiques. Et pour ça, il faut remettre au cœur des discussions du débat public non pas la question de interdire le voile sur les terrains de sport. Enfin, il faut, maintenant que la question nous a été mise sur la table, il faut lutter et il faut en parler, nous, hein, mais je veux dire, il faut arrêter de se faire balader par des paniques morales sur le voile ou la baya. Et il faut dire aux gens, en fait, vous avez vraiment, vous aussi, intérêt à une vraie réforme fiscale qui va faire que vous allez payer moins d'impôts et que votre voisin qui gagne 100 fois ce que vous gagnez tous les mois parce que lui, il tire ses revenus du capital, eh ben, il va devoir payer plus pour payer nos services publics, par exemple. Ben, si on met ça sur la table, si on en parle beaucoup plus, alors il y a beaucoup plus de gens qui se tourneront vers la gauche et qui voteront pour nous. Florène, dure mission, mais de finir le gâteau. Ouais, alors moi, depuis tout à l'heure, je réfléchis à un vrai ingrédient. Donc je suis là, il faut que tu trouves une métaphore. Mais du coup, la farine et le sucre et le sel. C'est sûr que le mien avec les intérêts va être dégueulasse. Ouais, hein. et je spoil, Lucie m'a dit du piment, non? Donc ouais, mettons plein de piment et mettons du piment dans les yeux de ceux qui font trop la peine. C'est pas vrai, on va mettre du piment dans les yeux de personne. Moi, j'ai un mot qui m'est venu comme ça. Je pense que c'est de la confiance en notre capacité de faire un gâteau et que ce gâteau, il soit trop stylé et que tout le monde ait envie de le manger, mais ce sera notre gâteau de la gauche. Mais comme on est de gauche, on le partagera. Donc, moi, je dirais de la confiance en nous, parce qu'en vrai, quand on a entendu le résultat des européennes, le niveau de confiance en nous, il était dans les chaussettes. Et 6 jours après, on était là, ouais, je vais aller faire du porte-à-porte et je vais dire à mes collègues de travail de voter pour le NFP. Et donc, en fait, ça, c'est dans notre tête que ça se joue.
Donc j'espère que tout le monde en partant de Mizy va se dire attends, mais en fait on va la gagner cette prochaine élection présidentielle. En fait on va les gagner ces prochaines élections municipales. Donc on prend confiance en nous. 2, on a confiance aussi entre nous pour savoir se dire quand on fait des trucs bien et quand on fait des trucs pas bien. Et ça, je pense que c'est important qu'on le retienne. Nous, au sein de Victoire Populaire, il y a plein de moments où on a fait des trucs pas bien entre nous au sein de notre collectif. À l'extérieur, à d'autres personnes. Et le pari qu'on a fait en passant de la primaire populaire à Victoire Populaire, c'est de se dire, en fait, on peut reconnaître qu'on a fait des trucs bien, qu'on a fait des trucs pas bien, mais qu'on a encore des trucs à faire, et donc on se fait confiance dans notre capacité à continuer à faire ensemble. Et ça, je pense que ça vaut pour tous les partis du NFP, et moi, ça me rend malade qu'ils se disent qu'ils font mal sur des plateaux télé plutôt que de se le dire autour d'une table rectangulaire et de trouver une manière ensuite d'avoir une déclaration commune sur un plateau télé. Parce qu'en fait, ils donnent toutes les armes pour ensuite se faire descendre. Donc, je trouve que c'est pas très malin. Et qu'on devrait faire pareil dans nos espaces militants. Il y a plein de trucs qu'on fait pas bien entre nous. Parfois, on se heurte. Et le bouquin de Sarah fait un énorme travail là-dessus. Donc, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et faisons-nous confiance pour se remettre en question, pour avancer. Et surtout, si on fait tout ça, franchement, il n'y a aucune raison que notre gâteau ne soit pas bon et que tout le monde ait envie d'avoir notre gâteau. Donc, et on ira le manger à Matignon. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais finir de saupoudrer notre gâteau avec de la reconnaissance. Donc, avec un énorme merci à vous tous et toutes qui êtes là pendant ce week-end, particulièrement à toutes les équipes qui ont permis que ce week-end ait lieu. Merci à toute l'équipe de Victoire Populaire. Merci à Franck qui a compris mes explications un peu nébuleuses sur oui, on va faire une table rectangulaire dans un château et qui a permis la captation de cette table ronde. Et merci à Oscar qui a reçu un message disant hey, tu suis sûr tu veux aider pendant la table ronde et qui a au pied levé assuré le rôle d'ingénieur son. Donc merci beaucoup. Et bien sûr, un énorme merci à Sacha Arfeuil, Sarah Benani, Sarah Durieux, Lucie Castet et Florène. Très bonne fin de Weekend Boost à vous et à très bientôt sur le terrain en ligne. Partout, tout le temps, pour transformer l'espoir en victoire et pour manger du gâteau. Attendez. Je crois qu'on a oublié de remercier quelqu'un. On a oublié de remercier quelqu'un qui fait un travail phénoménal de communication depuis plusieurs mois au sein de Victoire Populaire et qui anime des tables rondes. Pour la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, on a une journaliste dans l'équipe. Éline! Regardez-la bien, parce que dans quelques années, elle présentera le 20h.